Donc Romuald est docteur en sociologie de l'Université Paris-Descartes. Il est actuellement postdoctorant au NENIC Lab et à la chaire Fernand Dumont sur la culture. Il s'est intéressé dans le cadre de ses recherches doctorales à l'expérience socio-musicale dans les contre-cultures contemporaines. Et dans le cadre de ses recherches postdoctorales, il s'intéresse aux logiques d'appropriation et de détournement des technologies numériques dans le domaine musical. Alors Romuald, à toi la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'aimerais doublement m'excuser. D'une part, je suis malade depuis un certain temps et je suis pas au top de la forme. Donc ma performance, pour reprendre les termes de tout à l'heure, sera pas des plus éloquentes. Et surtout, un petit peu comme Lorraine, j'aurais aimé que mon texte porte sur ce que j'avais dit que j'allais faire et ce ne sera pas le cas. Donc on a une surprise. C'est ça. Alors pas totalement une surprise. En fait, c'est plutôt sur des problèmes. J'ai proposé ce texte et ce titre il y a cela quelques mois. Et je pensais pouvoir commencer mon étude au mois de février et finalement j'ai pu la commencer que hier. Donc j'aurais pas trop de données empiriques à vous partager. Donc voilà. Donc je vais plutôt vous proposer aujourd'hui en fait un ensemble de réflexions, un ensemble de thématiques qui m'est venu en préparation de cette enquête de recherche qu'on est en train de mener avec Jonathan Roberge. Donc pour placer assez facilement tout ça, en fait, on fait une enquête qui a été commanditée par la SODEC pour comprendre l'impact social des algorithmes de recommandation sur la présence et surtout la non-présence des musiques francophones québécoises sur les plateformes de streaming. Quelques chiffres comme ça pour éclairer un petit peu la situation. En 2015, au Québec, il y avait 50% des ventes de disques physiques étaient francophones québécois. Les albums vendus numériquement étaient plutôt aux alentours de 20%. En piste par piste, on tombait à 15%. Et sur les plateformes de streaming, le volume d'écoute était inférieur à 1%. Donc, ça anime un petit peu les professionnels du secteur, d'où la commandite de la SODEC. Et dans ce cadre-là, avec Jonathan Roberge, donc on essaye de déployer une étude exploratoire pour comprendre l'impact du modèle d'affaires des grandes plateformes de streaming sur le milieu de la musique francophone québécoise. Et pour ce qui m'intéresse un petit peu plus, moi, mes questions portent plus sur l'expérience auditive, l'expérience musicale que vivent les auditeurs des plateformes de streaming, voir s'il y a un changement paradigmatique ou pas à cet égard. Alors pourquoi je m'intéresse à cette question-là, c'est que j'ai fait une thèse donc sur, comme ça a été dit juste avant, sur les expériences socio-musicales des musiciens amateurs des scènes contre-culturelles parisiennes et berlinoises. Et je m'intéressais surtout à la place du do-it-yourself dans la production de leur expérience musicale. C'est-à-dire que j'essayais de savoir en quoi le do-it-yourself n'était pas seulement un slogan ou une manière de voir le monde, ça entraînait aussi une manière de penser ou d'avoir une certaine réflexivité autour de la manière dont on écoutait la musique. Donc en termes de dispositifs, ce qui m'intéressait principalement à l'époque, c'était le concert. Grâce ou à cause de Jonathan Roberge, maintenant je me suis mis au numérique. Et du coup, j'essaye de voir quels pourraient être les liens à l'heure actuelle entre ce que j'ai pu faire dans ma thèse et maintenant cette expérience musicale à l'aune du numérique. Donc en gros, mon hypothèse principale là, pour la recherche que je mène avec Jonathan, c'est que les expériences sociales de la culture et a fortiori celles de la musique sont en fait au cœur de la numéromorphose dont parlent Grandjean et Combe. Et j'aimerais essayer de montrer aujourd'hui que l'ensemble de ce qui constitue la fameuse disruptivité des plateformes de streaming pour le milieu musical en général, pas que québécois, repose pas tant sur un modèle d'affaires particulier ou sur tout ça, mais plus sur la volonté des plateformes de maîtriser, de comprendre les expériences individuelles et subjectives de la musique de leurs auditeurs. Donc j'aimerais montrer brièvement quelques pistes de recherche concernant ce rapport aux expériences musicales qui passent nécessairement par les algorithmes. Donc dans un premier temps, je présenterai quelques éléments contextuels relatifs aux plateformes de streaming et notamment ce qui a trait à leur modèle d'affaires pour montrer qu'en fait ce modèle d'affaires, il me semble qu'il est en grande partie construit sur la notion d'expérience utilisateur qui est très souvent repris
Dans un second temps, je vais essayer de déconstruire ce concept d'expérience utilisateur à l'aune de ce que j'ai pu lire dans la littérature dédiée. Et dans un troisième temps, je vais essayer d'expliciter un petit peu mon titre qui peut paraître un petit peu obscur, à savoir expériencer les algorithmes. Mon but, ça va être de montrer en fait comment, alors quelle que soit la musique, mais le cas échéant en ce qui concerne les plateformes de streaming, comment en fait les dispositifs sociotechniques entrent directement dans les modalités d'expérientiation de la musique, et je vais essayer de détailler ça comme il se peut. Donc j'attaque le cœur de la conférence, à savoir que donc, il n'a échappé à personne que les plateformes de streaming musical ont profondément modifié le système musical, que cela concerne les industries, les artistes, mais aussi pour ce qui nous intéresse, les modalités d'écoute. Donc les modèles d'affaires de ces plateformes sont plus ou moins pérennes. On n'est pas encore trop sûr de ce que ça va donner, et ils sont centrés avant tout sur l'utilisateur, ce qui a été appelé la user-centric economy. Il s'agit donc dans un premier temps de saisir le fonctionnement de ces modèles d'affaires autour de ces user-centric, ces plateformes, pour comprendre en fait que la centralité va être vraiment sur l'expérience utilisateur dans ces modèles d'affaires. Donc, petit rappel très bref, c'est que les industries du disque, de mon point de vue, elles ont toujours été en état de crise, quelle que soit la période, et l'irruption du numérique a juste sonné une nouvelle crise parmi tant d'autres, et bien évidemment, les industries ont été extrêmement réticentes. Alors, je ne vais pas parler du piratage, parce qu'on a un grand spécialiste ici, mais quoi qu'il en soit, les industries, à l'arrivée du MP3, ont fortement râlé là-dessus. Et en fait, au début, quand ils ont vu les plateformes de streaming arriver, ils étaient aussi assez réticents en disant « mais ils nous mettent tout notre catalogue, ils nous payent rien, ainsi de suite ». Depuis l'année dernière, ça a changé. Il y a au moins en Europe et au Québec les associations de phonographes, les associations d'éditeurs musicaux commencent à dire « ah non, en fait, les plateformes, c'est pas mal parce que ça permet notamment d'endiguer le piratage. Primo, il y a une grande baisse de l'échange peer-to-peer, ainsi de suite, de MP3. Et surtout, ça permet une exploitation qu'ils n'avaient pas vu venir au début, qui était l'exploitation du back catalogue. C'est-à-dire toutes les productions musicales qu'ils avaient pu produire les années précédentes, sur lesquelles ils ne faisaient plus d'argent en vente physique ou un petit peu en piste numérique. Et en fait, finalement, les plateformes de streaming, en prenant tout un catalogue d'une maison d'édition, tout un catalogue d'un label, permettent, grâce aux algorithmes, de renvoyer les utilisateurs vers ce catalogue qui a déjà été amorti, en fait, d'une certaine manière, au moins économiquement. Donc, ça, et puis, justement, ces travaux-là, ils sont appuyés par les dernières recherches de Buzcar, Coavou et toute l'équipe d'Orange Lab, mais aussi d'Agouillard, qui travaille pour la Commission européenne sur la culture, où ils montrent en fait que les algorithmes de recommandation tirent les auditeurs non pas vers les grosses stars du show business qui ont déjà leur marketing par ailleurs, mais sur les plateformes, les algorithmes tirent les auditeurs vers la moyenne et la longue traîne du catalogue. Donc ça permet a priori aux industries de mieux s'en sortir. Cette configuration algorithmique, alors l'article de Buzcar va sortir dans 3 mois, là je pense, donc je ne peux pas présenter ces chiffres, mais ils sont très intéressants. Ce qui montre en fait, c'est que ces algorithmes de recommandation et l'exploitation du back catalogue, elles servent autant à l'industrie du disque qu'aux plateformes, qu'aux utilisateurs. Les industries, je viens de le présenter. Pour les plateformes, en fait, ça permet de garder et de pérenniser une certaine les consommateurs sur ces plateformes-là pour pas qu'ils changent de plateforme. Et enfin, pour les utilisateurs, il y a une sorte de grande demande, notamment pour les grands amateurs, tels que les définissait Aignon, pour aller rechercher la perle rare que personne n'écoute plus, ainsi de suite. Donc, tout le monde a l'air de s'y retrouver un petit peu dans tout ça. Sauf les artistes, bien évidemment. Pour donner il y a des chiffres qui viennent de paraître la semaine dernière, pour donner une idée de l'impact des plateformes de streaming sur le milieu artistique. Ce qu'il faut, le cœur du problème, c'est les droits d'auteur et les royalties. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
il y a quelques années encore, sur un album, on va dire à $20, l'artiste récupérait en royalties entre 8 et 9 dollars dessus. Sur les pistes numériques découpées, l'artiste récupérait 60 centimes sur un titre à $1, $1,50. Là, ce qui se passe, c'est que pour une écoute d'un morceau, il va y avoir une rétribution en moyenne d'un demi-centime. Donc ça veut dire que pour arriver au même droit d'auteur qu'il touche que pour la vente d'une piste numérique seule, il faudrait qu'il y ait 180 écoutes au minimum d'un même morceau. Or, la moyenne générale, par exemple pour prendre Spotify, la moyenne générale d'écoute par morceau est de 153, y compris donc les gros hits qui sont écoutés à plusieurs millions d'exemplaires, ainsi de suite. Donc on voit bien que là les artistes sont ceux qui ont le moins de redistribution. Cependant, ils arrivent à dire aussi qu'ils sont assez contents de l'impact des plateformes parce que le gros avantage et la grande tautologie qu'il y a derrière tout ça, c'est que plus on écoute. Et finalement, ça a permis de redévelopper par ailleurs les activités de concerts, malgré l'augmentation du prix des concerts. Donc finalement, les artistes arrivent à récupérer un petit peu d'argent de ce côté-là, sans que ce soit sur les droits d'auteur, mais plutôt sur les prestations publiques. Donc, ce qui est intéressant surtout, ce qui me semble avec les plateformes de streaming, c'est qu'ils inversent totalement la chaîne traditionnelle de valeur de l'écosystème musical. Avant, on pensait la production musicale comme étant première pour pouvoir être ensuite diffusée, pour ensuite toucher un public. Les plateformes, elles font tout l'inverse, c'est-à-dire elles partent de c'est le public et ses volontés et ce qui l'intéresse qui va être au cœur de notre intérêt. Le cas échéant, on va s'abonner ou on va acheter des catalogues auprès des maisons de disques. Et puis l'artiste en bout de ligne, en fait, c'est un producteur comme les autres. C'est un producteur de contenu. Alors, je ne vais pas parler des productions de contenu amateurs là maintenant, c'est pas le propos. Mais tout ça pour dire que pour les plateformes, les plateformes ne considèrent pas leurs auditeurs comme des amateurs de musique, des auditeurs ou un public. Ils le considèrent bel et bien comme des utilisateurs de la plateforme. Les plateformes fondent leur économie sur leur capacité à comprendre, à l'aide d'algorithmes de plus en plus perfectionnés, les usages singuliers que font les utilisateurs de leur plateforme. Ce qu'ils échangent et ce qu'ils créent dans leur playlist, ce qu'ils écoutent selon les horaires et leurs activités, ce qu'ils pourraient écouter à partir de ce qu'ils écoutent à partir de certaines horaires et des profils comparés. Il me semble que Spotify, c'est un profil sur 100 qui est un petit peu plus développé, un profil d'abonnés. Bref, c'est en agrégeant toutes les données singulières recueillies sur les utilisateurs qu'ils cherchent à calculer et comprendre la culture des individus, ou tout du moins à mesurer la culture des individus, pour reprendre les termes d'Hutchinson, pour leur fournir la meilleure expérience possible. Donc le cœur de l'économie des plateformes n'est pas de mettre à disposition des contenus musicaux, mais il est de calculer et développer des dispositifs profilaires efficaces et singularisés pour permettre de ne pas noyer ou fatiguer, comme le fait remarquer Vandero, les utilisateurs dans l'océan des contenus musicaux de ces plateformes. Les derniers chiffres, c'est pour les grandes plateformes, il y a à peu près 40 millions de pistes disponibles sur les très grandes plateformes. Donc, l'expérience utilisateur, il me semble qu'elle est au cœur du modèle d'affaires des plateformes de streaming, et c'est avant tout un outil marketing. C'est-à-dire que les dernières pubs de Spotify, notamment pour l'ouverture de leur capital, étaient de dire on va arriver à développer des algorithmes qui permettra aux utilisateurs de même plus toucher ni leur téléphone ni leur ordinateur. Ce sera zéro bouton. On saura ce que l'individu, a priori, voudra écouter selon l'heure de la journée, selon le mouvement de son téléphone, selon toutes les données récupérées autour de l'individu. Et donc finalement, peu importe que ce soit de la musique ou autre chose, le fait est que c'est l'expérience de l'utilisateur qui doit rester au centre, et ils font un marketing autour de tout ça. Donc, dans un deuxième temps, j'aimerais justement déconstruire un petit peu ce concept marketing qu'est l'expérience utilisateur,
et montrer qu'en fait, je ne vais pas parler des postures éthiques et politiques par rapport aux données personnelles et la privacité, tout ça, je pense qu'il y a assez de grains à moudre en ce moment avec Facebook, mais plutôt pour dire que l'expérience utilisateur, en fait, elle s'intègre pleinement dans une mythologie du progrès des dispositifs techniques et qui, comme le signalait de bien des manières différentes Marcuse d'un côté ou Raymond Williams de l'autre, tend à assumer en fait que les technologies s'intégreraient pleinement et de manière indolore à la vie quotidienne des individus. Donc ça, c'est un mythe, le mythe du progrès classique techniciste. Et ces technologies sont considérées, tout du moins pour ceux qui mettent en place les plateformes de streaming, comme indolores, parce que ces dispositifs seraient des assistants et non pas des dispositifs contraignants, selon eux, qui permettraient à l'individu d'accéder plus confortablement, plus rapidement, plus efficacement, avec le moins d'efforts possible, à ses finalités, le cas échéant, de goûts musicaux. L'expérience utilisateur devient donc le maître mot pour voiler, derrière une apparente neutralité d'accès, facilité d'accès, des technologies embarquées particulièrement invasives, dont l'objectif n'est pas tant le changement des goûts, de mon point de vue, que la transformation de la subjectivité et de l'expérience auditeur en tant que tel. On retrouve ça dans d'autres domaines que la musique, notamment chez Introna, quand il nous parle de branded subject, à savoir une modélisation de l'expérience subjective des utilisateurs de plateformes articulée autour d'une forte individuation, de contenu individualisé et une forte singularisation profilaire. On retrouve aussi le même type d'argument chez Merzo, qui insiste sur le fait que dans ces nouvelles productions de la subjectivité, les algorithmes n'ont pas uniquement pour fonction d'assister les individus, ils ont aussi pour vocation de les quantifier, de les mesurer et de les comparer en faisant faire un travail gratuit, entre guillemets, aux utilisateurs. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, dans la littérature actuelle, il y a toute une réappropriation des théories foucaldiennes autour de la gouvernementalité, des techniques de soi et du souci de soi, qui réapparaît pour dire en fait les algorithmes et le numérique en général, mais surtout les algorithmes, reposent la question du vivre ensemble, de l'orientation, de la manière de faire et la manière dont les sujets se conduisent versus des dispositifs techniques particuliers. Ainsi, et contrairement au mythe de la participation éclairée qui est assez récurrente dans la littérature sur le numérique, l'expérience utilisateur, finalement, telle que définie marketingment parlant, et ce que je viens de montrer, ça s'oppose donc très directement à la fameuse figure de l'amateur de Clichy ou de Aignon ou même de Adorno, c'est-à-dire que l'amateur serait la personne qui développerait en propre ses capacités, ses compétences à des fins de professionnalisation ou non, ça c'est pas vraiment la question. Là au contraire, l'expérience utilisateur telle qu'elle est définie, c'est une expérience qui est guidée, dans laquelle l'agentivité des dispositifs technologiques non humains prennent en partie le pas sur l'aspect subjectif et exploratoire de l'amateur. Donc, qu'est-ce que j'essaye de mettre sous l'expérience utilisateur? C'est un ensemble de pratiques et de conduites assistées, orientées et scénarisées par les algorithmes avec un double objectif: rassurer l'internaute dans ses pratiques et ses goûts, qui deviennent des pratiques autolégitimantes étant donné que les algorithmes sont centrés sur l'historicité des pratiques liées au profil, et affiner la connaissance de ces pratiques par le recueil systématique des données qui y sont liées, et ce dans une perspective généralement commerciale. Donc après avoir parlé un petit peu de l'expérience utilisateur telle que définie par les plateformes, j'aimerais parler plus de l'expérience musicale qui est en fait le sujet ultime de mes intérêts et de mes recherches. Et surtout, en parler sous une approche sociotechnique. Donc, l'approche critique de la catégorie de marketing telle que définie là ne doit pas pour autant laisser croire que l'on tomberait dans une dystopie ultime d'une industrie culturelle toute puissante à la Adorno et Horkheimer, bien au contraire. Et ce pour deux raisons. D'une part parce que les concepteurs de ces dispositifs, et notamment les ingénieurs, ne réfléchissent pas nécessairement leurs dispositifs en termes de gouvernementalité, mais plutôt en fait en termes commerciaux et en termes de résolution de problèmes techniques
pour qu'il n'y ait pas trop de bugs et que l'expérience utilisateur soit satisfaisante. Et surtout parce que les individus, d'une manière générale, résistent à l'idée d'un trop grand contrôle de leurs goûts musicaux. En effet, là, comme le montrent les dernières études de Hagen, de Beuskar et de Mélençon, là, qui est ici, leurs dernières études montrent que les individus déploient des tactiques de détournement et de contournement de ces dispositifs d'un côté, mais qu'une bonne partie du temps aussi, ils se laissent guider pour voir jusqu'où peut le conduire ces dispositifs. Donc, les individus ne sont pas dupes, mais sont dans une certaine réflexivité vis-à-vis de ces dispositifs techniques, à savoir qu'ils les acceptent à certains moments et ils les refusent à d'autres. En effet, ce qui est important, et c'est Hagen qui le montre notamment, c'est que les individus essayent de garder un certain contrôle sur leurs expériences musicales, et surtout, ils essayent de garder une certaine sécurité ontologique, c'est-à-dire ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de se rassurer, à savoir que ce sont leurs goûts et qu'ils le produisent à partir d'expériences esthétiques particulières. Parce que c'est en fait, effectivement, les expériences esthétiques de la musique sont centrales pour les auditeurs, et comme le rappelait Dewey, qui est un auteur un petit peu travaillé dans ma thèse, l'expérience esthétique, elle naît non pas en tant que telle du pur individu, de sa pure ontologie ou de manière transcendantale, au contraire, il naît d'un rapport entre une certaine intimité et l'environnement qui l'entoure. Ce rapport-là, il est nécessairement médiatisé, et il est d'autant plus médiatisé dans le cadre de la musique, où il y a toujours eu des dispositifs particuliers pour pouvoir écouter ou vivre la musique. Alors, comme je le disais, moi j'ai beaucoup travaillé sur les concerts auparavant, mais on le sait bien en fait que la cassette, le CD et autant de dispositifs ont à chaque fois transformé un petit peu les choses. La cassette, c'était notamment tourné vers le partage, ça revient d'ailleurs, les utilisations de la cassette. Il y avait les compilations que tout le monde s'échangeait à partir de la radio qui était enregistrée directement sur la chaîne IFI et ainsi de suite. Et donc il y a tout un aspect social qui est attaché à ça. Et ce qui m'intéresse donc justement, c'est quid maintenant des algorithmes dans tout ça. Étant donné que, encore une fois pour retomber sur Dewey, ce qui est important à noter, c'est pas le seul à le dire, mais en ce qui concerne l'expérience esthétique musicale, c'est quelque chose qui est très difficile à partager. C'est de l'ordre vraiment de la sphère de l'intime. Il est extrêmement dur de poser les termes sur les émotions qui sont vécues au contact de la musique. Et pour reprendre Adorno, ce qui est important aussi, c'est qu'il devient extrêmement compliqué pour la majeure partie des auditeurs, même les grands amateurs, de mettre des termes précis sur les techniques employées par les musiciens pour créer tel effet émotif et ainsi de suite. Donc, ce qui est intéressant, ce qui me semble intéressant dans tous les cas, c'est que si on reprend le système de Dewey de l'expérience entre l'intime, la pure intimité et la conscientisation versus un environnement musical extérieur qui serait médiatisé par des dispositifs sociotechniques, la musique serait celle qui serait la plus individualisée. L'expérience la plus individualisée, la plus singulière, la plus intime. Après, je prêche pour ma paroisse, je suis sûr qu'on peut dire la même chose avec les livres ou les films, mais voilà. Donc, quid des algorithmes dans tout ça? Il me semble que justement, en recentrant l'ensemble de son modèle d'affaires et en recentrant l'ensemble de ces dispositifs techniques autour de l'expérience utilisateur, dans la volonté de la mesurer, de la capter, les plateformes de streaming ont finalement, même si ce n'est pas leur volonté première, sont en train de transformer l'expérience de la musique en tant que telle, l'expérience à un niveau sociologique, voire anthropologique. À savoir que les algorithmes, même s'ils vont permettre l'exploitation de la mid-trade et de la longue traîne des catalogues de musique, ils vont rester accrochés à mesurer quelle est l'expérience de l'utilisateur dans sa pure intimité et savoir quels vont être les sauts. Alors ça a été parlé tout à l'heure, combien de temps les personnes restent sur une piste, combien de temps comment ils fonctionnent leur playlist, à qui ils empruntent leur playlist, et ainsi de suite. Et donc, je me perds un petit peu dans ce que j'avais à vous raconter, mais tout ça pour
pour dire que les algorithmes en fait commencent enfin non pas commencent, ils rentrent totalement dans l'expérience esthétique que font les auditeurs sur les plateformes numériques. Pourquoi ? Parce que il faut se dégager de l'idéal romantique de l'expérience esthétique comme un maelstrom de sentiments qui s'imposerait à l'individu par les qualités intrinsèques des contenus musicaux. Il me semble qu'il faut encore une fois revenir à du oui pour dire que finalement l'expérience esthétique, a fortiori celle de la musique, mais elle peut se dérouler dans la vie quotidienne, elle peut se dérouler à partir d'une production, d'une volonté de l'individu de voir les choses comme étant esthétiques et comme une expérience satisfaisante. C'est-à-dire, on ne cherche pas nécessairement à se retourner la tête au contact d'une musique, pas tout le temps dans tous les cas. Parfois, une expérience satisfaisante, comme ça a été dit tout à l'heure, un petit plaisir suffit largement aux individus. Donc, il me semble que les algorithmes rentrent totalement dans cette logique-là, à savoir que leur but n'est pas de présenter le morceau ultime que l'auditeur voudrait écouter. Au contraire, il est d'enrichir cette expérience satisfaisante, juste ce qu'il faut par rapport à l'activité que l'on mène, à savoir qu'est-ce que serait une expérience satisfaisante de la musique que j'écoute quand je travaille, quelle serait l'expérience satisfaisante de la musique que j'écoute quand je fais mon jogging. Et les algorithmes donc enrichiraient cette petite expérience, cette expérience satisfaisante telle que l'a définie Dewey ou Shusterman par ailleurs. Donc j'en arrive à pourquoi expériencer en fait. Alors, le terme expériencer, c'est encore une fois c'est une reprise de la théorie de Dewey c'était traduit par Malderieux il y a peu de temps, à savoir que on l'a bien compris là par rapport à ce que je voulais dire, c'est que l'expérience est quelque chose de dynamique. C'est un rapport entre l'intimité, l'environnement, tout ça médiatisé et Dewey, au même titre que nombre d'autres phénoménologues aussi dans une autre section, veulent accorder une certaine dynamique à l'expérience, veulent dire que l'expérience elle n'est pas vécue, l'expérience elle n'est pas subie, l'expérience elle est proactive, les individus se mettent dans une posture en capacité de faire une expérience concrète. Donc c'est pas de l'ordre de l'expérimentation, c'est pas de l'ordre de l'imposition, c'est de l'ordre de la démarche volontaire. Et donc, il me semble, et j'en suis là à peu près dans mes travaux de recherche, que, étant donné qu'en tentant d'expériencer la musique avec des dispositifs particuliers, à l'heure actuelle, les individus sont amenés aussi à expériencer les algorithmes. C'est-à-dire, ils accordent une part, soit en la refusant, soit en l'intégrant, soit en l'ignorant, une part de ce que proposent les algorithmes dans leur expérience musicale au contact des plateformes de streaming. Donc finalement, et étant donné que ça devient une modalité d'écoute de plus en plus répandue, alors que quand je dis plateforme de streaming, c'est autant les Spotify, Apple Play que YouTube. YouTube, il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps à écouter de la musique sur YouTube alors qu'il y a juste une image fixe et de la musique qui passe. Mais donc voilà, c'était juste, j'avais oublié de le préciser. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils expériencent les individus? Les algorithmes de recommandation, non c'est ça, excusez-moi, je reprends, blablabla. Étant donné que c'est une modalité d'écoute qui est en train de se généraliser, qui n'est pas uniquement propre au monde occidentaux, mais un petit peu partout, que les dispositifs d'écoute tels que les téléphones commencent à permettre ça et que c'est assez répandu, il me semble que les algorithmes sont en train de développer, tout du moins les plateformes de streaming sont en train de développer à partir des algorithmes une nouvelle modalité d'écoute, une nouvelle expérience musicale à un niveau social et anthropologique, étant donné que les individus intègrent, quand ils vont sur ces plateformes, les algorithmes qu'ils vont devoir passer à travers, outre ou faire avec, dans leur modalité d'écoute. Donc, je vais m'arrêter là, mais tout ça pour dire que j'en suis là dans mes réflexions théoriques, que je peux commencer les entretiens seulement depuis hier, donc je vais pouvoir peut-être revenir dans un an avec un petit peu plus de matériel pour vous dire comment les individus transigent, détournent, font avec les algorithmes. Et en bout de course, l'idée c'est de voir, dans le cadre de la recherche de la SODEC,
pourquoi les contenus francophones se perdent dans les plateformes de streaming. Et donc il me semble qu'il y a quelque chose de totalement attaché justement au fait qu'il y a des types de musique qui ne correspondent pas à l'expérience auditive que proposent les plateformes de streaming, et notamment la musique francophone québécoise qui est beaucoup plus chantée, qui est beaucoup plus liée aux paroles, n'accompagne pas généralement les personnes qui travaillent parce que ça peut être perturbant, ça peut être gênant pour se concentrer sur certaines tâches. Et donc c'est une de mes hypothèses parmi tant d'autres que je vais essayer de tester auprès des auditeurs. Voilà, je suis désolé, c'était un petit peu brouillon et partait un petit peu dans tous les sens, mais je vous remercie de votre attention dans tous les cas. Et je serais très ravi d'avoir vos commentaires à ce propos et de répondre à vos questions si j'en suis capable. Merci. Merci.